Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle consacrée aux inondations un an après, des inondations d'une ampleur inédite qui nous ont tous bouleversés. Plusieurs milliers de sinistrés sur toute la région, particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs. Les conséquences de la catastrophe se mesurent encore aujourd'hui. Alors un an après, quel bilan peut-on en faire? Y a-t-il des leçons à tirer? Est-il possible de mieux prévenir de telles inondations? Pour répondre à ces questions, avec nous durant cette première partie d'émission, Claire Boissier, sinistrée de Fayot-Loges, présidente de l'association d'assistance aux sinistrés du Loiret. Bonjour. Bonjour Rebecca. Pierre Marolles, représentant de la CCI du Centre Val-de-Loire. Bonjour. Bonjour. Et Benoît Dijon, adjoint au maire de Montargis. Bonjour. Bonjour. Je précise tout de suite que les services de l'État n'ont pas pu accepter notre invitation à participer à cette émission en raison de la période de réserve due aux élections législatives. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose que l'on regarde ensemble ce retour sur les événements d'il y a un an. C'est un sujet préparé par Alain Eudes et Laurent Vauré. Le week-end des 28 et 29 mai 2016, les prémices de la catastrophe à venir sont enregistrées dans le Berry. Au nord du département du Cher, les précipitations engendrent les toutes premières inondations et les pompiers sont déjà très sollicités. Une centaine d'interventions entre samedi soir et dimanche, principalement sur le nord et le nord-est du département. À Aubigny, par exemple, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations en à peine quelques heures. Le lundi 30 mai, tous les indicateurs sont préoccupants. En quelques dizaines d'heures, le Loiret et le Loir-et-Cher reçoivent l'équivalent d'un mois de pluie. La nature ne peut plus juguler le phénomène. L'autoroute a été coupée, les trois accès au nord, centre et sud d'Orléans sont fermés, situation exceptionnelle. Nous sommes sous des trompes d'eau ce midi en Indre-et-Loire et ça devrait durer jusqu'à la fin de journée. Ce sont 3000 personnes en plein centre-ville de Montargis qui ont les pieds dans l'eau. Madame, on ne peut pas pomper en forêt, on ne peut pas pomper les terrains. La mairie vous informe. La crue du Cher continue à s'amplifier. Le mardi 31, l'impensable est arrivé et il est presque trop tard pour réagir. De Romorantin jusqu'à Montargis, des dizaines de communes se retrouvent en situation d'urgence absolue. Alors on fuit par tous les moyens, sans oublier personne. Pourquoi? Il y a quoi? Il y a mon chat dedans. Ok, c'est bon. Attention la petite. Mettez la petite au fond. On évacue parce que, avant de ne plus pouvoir du tout sortir de chez nous, de toute façon on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, donc il faut trouver refuge ailleurs. Grâce à la mobilisation de toutes les forces de sécurité, cet exode se déroule dans le calme et avec efficacité. Seule une femme d'une soixantaine d'années décède par noyade à Montargis. Les humains sont sauvés, mais les biens ont disparu. Et pour certains, le constat est terrible. C'est ma vie là qui est partie là. Ouais. On peut dire qu'on prend le magasin, on le fout à la poubelle parce qu'on n'a vraiment rien sauvé. Que tout ce qui est informatique, marchandises, il nous reste vraiment plus rien. Pour ne pas céder à l'abattement, on retrousse les manches. La solidarité s'exprime, on décompresse un peu. Et l'on sourit même aux images insolites de cette carpe nageant dans les rues de Montargis ou du château de Chambord, transformé en île. À Romorantin, la Sauldre est en train de baisser. À Salbris, on s'oriente vers un retour à la normale. Vous avez apporté un réconfort rien qu'en vous voyant. À la fin de la semaine, l'heure est au bilan. Le plus dur est, dit-on, passé. Ce n'est certainement pas l'avis des habitants de Gidy, au nord d'Orléans. Dans certaines rues du bourg, l'eau ne se retirera qu'à la mi-juin, plus de 2 semaines après le début des inondations. Claire Boissier, vous qui avez subi ces inondations chez vous, à Fayot-Loges, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? C'est comment dire, touchant. On est meurtris. On est meurtris même un an après. Votre maison, à vous, a été totalement inondée? Oui, totalement. Comment ça s'est passé pour vous au plus fort de la crise?
On m'a évacuée à midi, j'essayais depuis le soir de remonter tout ce que je pouvais, mais enfin en hauteur, parce que j'ai pas d'étage. Et j'étais dans le noir, forcément, avec de l'eau dans la maison qui montait. Et quand on m'a évacuée à midi, j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Benoît Dijon, vous, à Montargis, vous avez été en prise directe avec les événements. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? C'est toujours un choc, parce que ces images, on les connaît, on les voit, elles sont étonnantes, elles sont surréalistes, parce qu'on n'y croyait pas. C'est arrivé tellement vite que personne n'était prévenu. On a eu un moment, une indication un soir, on avait de l'eau à Montbouy qui était plus haute que la crue de 1910, mais on a dit c'est pas possible. On a passé la nuit, puis le matin, le mal était là et tout le monde était submergé. Il a fallu agir. Et quand on est en action, on en prend moins de recul. On essaie de venir en aide à toutes les problématiques, les maisons de retraite, les cliniques, les personnes en difficulté, les quartiers de rez-de-chaussée où les gens étaient complètement submergés. Il fallait tout faire en même temps. Et on a réussi. Il y a cette dame qui est décédée, malheureusement. C'était le drame humain de cette inondation. Elle a disparu probablement dans une plaque d'égout pluviale, parce que les plaques se soulèvent. Et puis elle a été aspirée, elle a été recrachée un peu plus loin par la rivière. Et on l'a retrouvée à un endroit où la rivière dépotait des... Donc à déplorer dans ces inondations. Pierre Larolle, une réaction à ce qu'on vient de voir ? Dans votre reportage, on comprend bien la détresse, aussi bien des habitants que des commerçants, devant un phénomène... qui manifestement dépasse par son ampleur, qui dépasse tout le monde, quoi, en fait. Et c'est très difficile de pouvoir faire face. La détresse, c'est un mot qui vient souvent, car de nombreux sinistrés ont été psychologiquement très marqués par les inondations. Il y a ceux du Loiret, bien sûr, mais également les sinistrés d'autres départements, notamment le Loir-et-Cher. À Romorantin, par exemple, il y a eu plus d'1 millier de sinistrés. Je vous propose qu'on écoute ensemble le sénateur maire socialiste de Romorantin, Jeannie Lorgeau. La page ne sera jamais tournée pour ceux qui l'ont subi dans leur chair. C'est un phénomène d'une extrême violence, outre la peur physique, car quand l'eau monte inexorablement, il y a une frayeur digne des films de Hitchcock qui s'installe. Elle est difficilement d'ailleurs indicible, c'est difficile de l'expliquer avec des mots, et donc ceux qui l'ont subi la portent en eux. Vous aussi, Claire Boissy, vous l'avez vécu, cet état de choc post-traumatique ? Oui, bien sûr. Dans le mois de juin, quand j'étais sur la tangentielle et qu'il pleuvait, j'ai arrêté la voiture sur le bord de la tangentielle et je ne pouvais plus conduire. Et je pleurais. Et on a eu plusieurs témoignages de sinistrés qui, dès qu'ils entendaient la pluie, effectivement, étaient en état de choc. Et même un an après, quand il pleut vraiment beaucoup, on a peur. Est-ce que ces difficultés psychologiques ont été aussi amplifiées par la gestion de l'après, les choses assez matérielles, comment faire avec les assurances, par exemple ? Moi, je me suis retrouvée donc sans Internet, sans télé, donc logée dans un petit appartement qu'on m'a prêté qui était vide. Donc, j'étais pas au courant, il fallait s'inscrire à la mairie en tant que sinistrée. J'étais sur Olivet, moi, de Failly aux Loges. Il fallait savoir tellement de choses qu'on ne sait pas. On se déclare sinistré par téléphone, on nous dit rien. On est perdu. On est complètement perdu. On ne se sent pas vraiment aidé et accompagné dans toute cette détresse. Alors beaucoup de difficultés évidemment pour gérer l'après. Je vous propose justement de voir à ce sujet ce reportage qui a été tourné il y a quelques jours à Chessy, non loin de Failly aux Loges. C'est l'une des communes du Loiret les plus sinistrées avec Montargis. Un an après, nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui occupe toujours un logement provisoire. Malgré le traumatisme, ils restent déterminés à réintégrer leur habitation. Regardez. En l'espace d'à peine 5 heures, on est passé de 50 cm dans le jardin à 1,20 m dans la maison. On voit d'ailleurs encore le niveau ici, l'eau qui a stagné entre 1,50 m et 1,60 m sur un plein pied, donc du coup ça fait beaucoup de dégâts. J'avais mon fils de 4 mois et je commençais à voir l'eau. Et voilà, heureusement que mon mari était là parce que moi j'étais complètement paniquée. Je me voyais avec mon fils dans les bras. C'était vraiment quelque chose d'horrible. Nadjoua et Salah ont tout perdu dans les inondations de juin 2016. Ici, ce n'est pas la Loire toute proche qui a débordé, mais le canal d'Orléans. 150 familles ont dû être évacuées dans l'urgence. Aujourd'hui, la plupart des sinistrés du quartier des Plantes ont réintégré leur habitation. Nadjoua et Salah ont bien l'intention aussi de rentrer chez eux, en dépit des difficultés rencontrées avec leur assureur et des risques d'inondation. Il y avait un risque ici, on en était conscient au moment d'acheter, mais voilà, il y en a partout.
Et trouver un cadre de vie comme on a aujourd'hui dans la rue des Plantes, ça sera très difficile. Quand on voit le cours de l'immobilier, quand on voit la difficulté qu'on a à trouver une belle maison. Je ne vais pas m'arrêter à une inondation, à savoir qu'on peut encourir d'autres choses ailleurs, un incendie ou d'autres catastrophes. Le risque que la catastrophe se reproduise, la commune de Chécy en a pris toute la mesure avec la publication d'un plan familial de sauvegarde. Par exemple, mettre les prises électriques suffisamment haut, avoir une pièce dans laquelle on peut se réfugier. Pour limiter une nouvelle crue du canal d'Orléans, des travaux de grande ampleur devront être engagés, curage du canal, changement des écluses, un chantier chiffré à des dizaines de millions d'euros. Claire Boissy, vous avez mis, je crois, plusieurs mois, beaucoup de temps avant de réintégrer votre maison. Oui, j'ai réintégré la maison le 1er avril, donc ça fait 10 mois. Et vous comprenez cet attachement qu'on a vu des habitants à leur maison, malgré leur présence sur un terrain, une zone inondable? Oui, bien sûr, parce que le cas de la rue des Plantes, la zone inondable, c'était surtout en cas de débordement de la Loire. Il aurait fallu déjà que ça inonde bout et que ça vienne inonder la rue des Plantes. Il aurait fallu que la Loire vraiment déborde énormément. Ce qui paraît vraiment très très rare. Vous connaissiez, vous, le danger de votre maison qui se situait sur une zone? Pas du tout, parce que moi, sur le bord du canal, je savais qu'un canal s'est fait pour justement réguler l'eau qui arrive en amont. Et en ouvrant les ventelles, les écluses, etc., on peut réguler dans la Loire facilement si on s'y prend assez en avance et quelques semaines auparavant, vider tous les étangs qui sont en amont, la forêt d'Orléans, etc. Pour moi, c'était très très facile de les ouvrir et de ne jamais être inondé, parce que c'était déjà arrivé en 83, en 2002, en 2005 et en 2008. Donc moi, là, ce jour-là, j'ai vraiment pas eu peur, puisque je me suis dit, ils ont déjà réparé les écluses, c'est déjà arrivé. Donc ils vont les ouvrir, il n'y a aucun souci. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de l'émission. On a vu donc beaucoup de particuliers effectivement touchés, beaucoup d'entreprises également. On va en parler dans un instant avec Pierre Marolles de la CCI qui est avec nous en plateau. Mais d'abord, on va prendre la direction de Montargis. Le centre-ville et tous ses commerces ont subi d'importants dégâts. On retrouve sur place Julien Bernier. Julien, il y a un an, vous aviez les pieds dans l'eau. Oui, Rebecca, le centre-ville de Montargis a connu une crue soudaine en 24 heures. Alors, ce 31 mai 2016, les Montargois ont observé d'abord avec curiosité l'eau monter, puis l'inquiétude est arrivée. Un pic de crue à 3,45 m, puis soit 28 cm de plus par rapport à 1910 tout de même. Alors, conséquence, plus d'1 mètre d'eau dans certaines rues du centre-ville. Alors, si la rue Dorée et la rue Commerçante a été épargnée, ce n'est pas le cas dans les rues où je me trouve. Et pour en parler, je suis avec Valérie César, qui est membre de l'Union commerciale de Montargis. Bonjour. Bonjour. Alors ici, tous les commerces ont été impactés. Oui, vraiment. Nous sommes dans une des zones commerçantes de Montargis les plus impactées par les inondations, effectivement. Alors combien de commerces sinistrés et quels ont été les délais pour un retour à la normale? Eh bien, nous avons recensé une centaine de commerces sinistrés. On va dire que 70 l'ont été très sérieusement. Une quarantaine d'entre eux ont réouvert dans le mois qui a suivi les inondations. Et pour la trentaine restante, les réouvertures se sont échelonnées entre août et décembre. Qu'est-ce qui a été mis en place pour aider, épauler ces commerçants? Alors beaucoup de choses. Nous, à notre niveau, l'Union commerciale, nous avons mis en place immédiatement une cellule de soutien psychologique, une permanence avec un expert assuré, et puis l'aide à la constitution des dossiers et la mise en relation avec l'ensemble des services et des organismes compétents, mairie, chambre de commerce, conseil régional, etc. Alors un an après, est-ce que tout est revenu à la normale? Est-ce qu'il y a encore des travaux, des couacs avec les assureurs Écoutez, ça je pourrais pas vous dire. Je pense que à regarder maintenant, Montargis a retrouvé un visage sympathique. La rue dans laquelle nous nous trouvons est charmante. Les magasins ont réouvert puisque tout ce que l'on peut voir autour de nous était fermé et qu'ils ont tous réouvert aujourd'hui. Alors est-ce que dans la tête des commerçants, les inondations, c'est loin derrière et maintenant c'est plus le retour à une reprise d'activité dans leur tête? Oui, là je pense qu'on est vraiment dans le retour de l'activité, dans l'envie de redémarrer. Maintenant, il y a certainement des stigmates quand on vit un événement aussi soudain, rapide, aussi violent. Bien sûr qu'il reste certainement dans la tête de chacun des séquelles, c'est sûr.
Donc une crainte d'une nouvelle catastrophe? Oui, ce n'est peut-être pas justifié, mais bon, c'est des images que l'on garde quand on a vu ces rues sous l'eau, sous 1,82 m par endroit. Oui, effectivement, ça reste présent dans la tête. Merci Valérie César. Je vous en prie. Rebecca, sachez que sur les 80 commerces très sinistrés, 2 ont fermé. Alors il s'agit d'un départ à la retraite et une fermeture programmée, mais avant les inondations. Donc il y a eu certes beaucoup de dégâts, mais pas de fermeture définitive liée aux inondations ici à Montargis. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions. 80 commerces donc impactés sur votre ville de Montargis, Benoît Dijon. On imagine que ça a apporté un sacré coup à l'économie locale? Ça a porté un coup à l'économie locale, mais il y a eu énormément de solidarité autour de tout le monde. Je vois le représentant de la CCI avec la présidente des commerçants, Madame Allais, ont beaucoup œuvré pour redonner l'envie à tout le monde de réouvrir. Les aides de la Directe, les aides de l'État, et les aides données par la CCI ont été déterminantes aussi pour donner aux gens l'envie de repartir. Est-ce qu'on peut quantifier les pertes engendrées pour l'économie de la ville? Alors, c'est très difficile au niveau du privé parce qu'on ne le sait pas. On a une enveloppe globale. On sait qu'au niveau national, les inondations ont coûté 1,2 milliard dans cette période du mois de juin. Au niveau local, les villes connaissent leurs pertes. À Montargis, on sait que la perte pour la ville, c'est-à-dire 4,6 millions d'euros à peu près, dont 3,1 millions ont été assurés, ont été payés par notre assureur, 400 000 par l'État, 200 000 par la région et 170 000 par le département. C'est-à-dire qu'il nous manque environ 500 000 dans l'addition totale qui va être payée par le budget de la ville. Alors c'est vrai que chacun a fait ses comptes. Les particuliers ou les entreprises avaient une franchise de 10%, qu'on perdait, donc souvent les aides de la Directe et des services économiques de la région ont permis de compenser plusieurs aides pour pouvoir redresser la tête. Mais il y a eu les privés aussi qui ont subi beaucoup de dégâts. Au niveau de la CCI Centre Val-de-Loire, parce qu'évidemment Montargis a été très touché, mais l'ensemble des départements du Centre Val-de-Loire ont été touchés dans une moindre mesure que le Loiret. Mais tout de même, est-ce que vous avez un bilan chiffré sur les 6 départements ? Non, honnêtement, on n'a pas de bilan chiffré. On sait le nombre d'entreprises qui ont été impactées. Sur le Loiret, il y a 250 entreprises qui ont souffert des inondations, dont plus de la moitié sont des commerces. Mais par contre, on n'a pas un bilan global et surtout, on n'a pas de bilan de l'après. Manifestement, c'est ce que disait votre reporter, il y a eu assez peu de commerces qui ont fermé définitivement suite à ces inondations, mais par contre, beaucoup ont été fortement impactés. Alors, je vous propose qu'on prenne la direction du Cher, de Vierzon, département aussi touché par les inondations. À Vierzon, des zones industrielles ont été totalement inondées. On regarde ce reportage et on en parle juste après avec nos invités. Ah ben on voit sur les meubles, là, jusqu'à là. Sur ce meuble, les dernières traces des inondations. Il y a un an tout juste, cet atelier était totalement inondé, la zone de stockage aussi. L'usine était inaccessible, entourée d'eau. Sur ces images de drone réalisées par un lycéen à la demande des pompiers, toute la zone des forges est inondée. Pendant une semaine, on n'a pas pu accéder. Donc l'accès à la zone industrielle était fermé, la route était inondée. Donc pendant une semaine, on n'a pas pu venir ici pour faire de la production et pour livrer les clients. Donc on avait quand même réussi avec la mairie de Vierzon à avoir un bureau et à pouvoir se connecter à nos systèmes informatiques et à gérer certaines commandes et les appels. Finalement, l'entreprise aura subi peu de pertes. Les commandes ont été expédiées de la maison mère en Allemagne, les stocks mis en sécurité par les employés. Seule la production avait été touchée. Mais depuis un an, l'entreprise a tiré les conséquences de ce risque. On est plus vigilant par rapport aux pluies, à la montée éventuelle des eaux. C'est vrai que ça n'arrive pas du jour au lendemain ni en 5 minutes. Donc on l'a vu venir l'année dernière. Je pense qu'on le verra encore mieux venir si ça venait à se reproduire. Mais globalement, ça ne nous effraie pas et ça ne nous empêche pas de venir travailler tous les jours. Parmi les entreprises qui bordent le canal, des inquiétudes demeurent, même si, un an après, la zone des forges semble avoir retrouvé une activité normale. Alors Pierre Marolles, est-ce que vous comprenez ces inquiétudes qui persistent chez de nombreux entrepreneurs, chefs d'entreprise de la région ? Les inquiétudes, on les comprend, mais moi, ce que je voudrais surtout noter, c'est la capacité de rebond de cette entreprise qui, après avoir vécu
ce traumatisme et ces difficultés, voit l'avenir finalement de façon positive et a repris le travail et ne baisse pas les bras. Je crois que c'est vraiment, ça a été la réaction, on a parlé de solidarité tout à l'heure, mais on voit la capacité de réaction après un temps de surprise, d'angoisse, de traumatisme. Derrière, les gens réagissent et c'est ça qu'il faut souligner. Vous avez mis en place à l'époque une cellule de crise à la CCI. Comment ça s'est passé ? C'est extrêmement important que les gens puissent contacter, avoir un numéro de téléphone où au bout du fil, il y a quelqu'un qui peut prendre en compte leur appel et les orienter parce que la dimension de surprise, de détresse est quelque chose qui est extrêmement important à gérer dans l'instant. Et cette cellule, elle a permis d'orienter, de conseiller, de donner des outils, des conseils tout à fait simples. Donc une cellule de crise sur l'instant, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place, réfléchir, si jamais de telles inondations se reproduisent? Est-ce que vous avez réfléchi à ça, à la CCI? On a forcément fait un retour d'expérience, de voir. Alors nous, on n'est pas dans la prévention du risque climatique, parce que ça, c'est pas notre domaine, hein. Mais en tous les cas, dans l'amélioration des outils, pour la prise en compte, et il y a un kit inondation qui a été mis en place sur la CCI du Loiret et qui a été diffusé au sein de l'ensemble du réseau CCI France et qui va être amendé au fur et à mesure des expériences de façon à améliorer autant que possible la prise en charge des sinistrés. Benoît Dijon, une réaction ? Écoutez, nous, pour une ville, alors on prend les choses dans une autre dimension, c'est-à-dire dans sa globalité. Et là, on a le plan communal de sauvegarde, qui est un outil, mais qui a besoin d'être modernisé en permanence. Et malheureusement, quand les crises arrivent, il n'est pas assez modernisé et on se retrouve dans une situation difficile parce qu'il y a des blancs. Mais là, on fait pas... L'initiative personnelle des élus et des services des techniques font qu'on arrive à corriger tous ces petits agréments. Il est certain qu'on a une sous-préfecture, donc le sous-préfet a été très présent à nos côtés. Tous les services de l'État étaient là. Le SDIS aussi, avec les pompiers, ça a été un moment de collaboration. Les pompiers sont venus de la France entière et on a eu vraiment beaucoup de solidarité. On voyait des gens de Brignoles, on voyait des gens d'Anjou qui venaient et qui étaient là, des pompiers. Ça a donné un coup de main formidable et un coup au moral aussi de voir cette solidarité qui venait de Claire Boissy, vous l'avez ressenti, cette solidarité ? Oui, quand j'ai été évacuée, j'ai été emmenée directement à la salle des fêtes. Il y avait tout ce qu'il fallait pour nous réconforter, café, etc. Et j'apprécie beaucoup le petit monsieur du CCI parce que c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a averti tous les artisans, tous les commerçants des démarches à suivre. S'il y avait des pertes comment on dit, des pertes financières suite à ça, ils ont tout mis en place pour vraiment les soutenir. Donc une belle solidarité, mais il y a toujours cette question qui se pose, que tout le monde se pose, comment mieux prévenir de telles inondations? Il y a un an, en tout cas, l'alerte avait bien été donnée par les prévisions de Météo France. Pour comprendre comment se font ces prévisions en question, nous sommes allés au centre de Bourges. On va regarder ce sujet de Jean-Philippe Tremvoise et on va reparler juste après de ça avec nos invités. Un radar, des appareils de mesure et surtout plein d'ordinateurs. Dans cette salle, on prévoit le temps qu'il fera dans 10 jours, mais surtout on surveille les événements climatiques à venir, des événements pas toujours faciles à anticiper. Il est beaucoup plus simple en météo de bien prévoir les phénomènes qu'on appelle les phénomènes de grande échelle, par exemple les tempêtes, qui font l'objet évidemment de la mise en vigilance, bien entendu, les pluies de grande échelle géographique qui peuvent engendrer des inondations. Ce qui est plus difficile, ça va être les épisodes de neige. Et puis ces prévisions ne sont réellement fiables que sur 24 heures. Depuis 2015, le suivi des phénomènes météo a évolué, les cartes de vigilance deviennent plus précises, avec davantage d'informations accessibles au grand public. Mais il reste encore beaucoup de travail pour affiner les prévisions. Il est prévu de pouvoir améliorer la vigilance météo en travaillant sur une échelle beaucoup plus fine, une échelle infradépartementale, et en augmentant la profondeur de la période de vigilance au-delà de 24 heures jusqu'à 48 heures. Objectif, pouvoir alerter par exemple une commune en cas de pluie exceptionnelle, mais aussi communiquer plus efficacement l'alerte aux populations. Météo France a dans son contrat d'objectif 5 ans pour améliorer ses modèles informatiques, avec quand même une limite, la puissance des ordinateurs qui calculent les prévisions. Je vous voyais sourire, Benoît Dijon, une réaction à ce qu'on vient de voir?
Si vous voulez, on a subi plus qu'on a prévu, parce que Vigicru, bien sûr, nous a dit que c'était rouge au moment où c'était rouge, quelques heures avant, mais on aurait pu anticiper beaucoup plus. Bon, le problème maintenant, je crois que l'État a décidé de croiser entre Météo France et les organismes de Vigicru, que Météo vienne donner des indications sur l'avenir de manière beaucoup plus certaine, parce que là, actuellement, on n'a pas de croisement entre ces différents services. Alors, je crois que c'est une grande innovation qui va arriver dans les services de prévention, et ça, c'est très important pour nous, mairie, parce que aussi être prévenu par un fax, par exemple en pleine nuit, il n'y a personne au bout du fax. Donc il vaut mieux les téléphones portables des élus. Il vaut mieux avoir une couverture totale. Et maintenant, on a par les systèmes de prévention de la préfecture beaucoup de téléphones quand il y a des épisodes nuageux ou des orages qui arrivent ou des choses dangereuses. On est prévenu par un central automate qui prévient tout le monde, et ça, c'est formidable. Pierre Marolle, est-ce que vous vous êtes senti suffisamment alerté par Météo France ? Nous, si vous voulez, on a réagi après, en fait. On a réagi, on a mis en place... Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'anticipation, très honnêtement. On a mis en place notre cellule de suivi au moment où l'inondation était là. Donc clairement, il n'y a pas eu d'anticipation. Ce qu'on peut dire, c'est que, premièrement, évidemment, on espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais que les outils qui ont été développés dans le cadre de cette inondation, aujourd'hui, ils sont disponibles et on espère qu'ils ne resserviront pas, mais en tous les cas, ils sont prêts pour la prochaine fois. Si vous permettez, je voudrais rebondir sur... C'est pas Météo France, c'est Vigicru, c'est les rivières, c'est un autre organisme. Et justement, le fait de mélanger les organismes de crues, de suivi des rivières et la météo, c'est là où on va avoir une innovation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a un manque de coordination entre tous les acteurs ? C'est séparé, oui. Vous, Claire Boissier, vous vous êtes senti suffisamment alerté en amont de ces précipitations qui pouvaient engendrer une montée des eaux et des inondations ? Non, du tout. Parce qu'il y a des capteurs au niveau de l'étang de Combreux, etc., de l'étang de la Vallée, sur Combreux, en amont du canal. Et il y a même un des capteurs qui avait sauté quelques jours avant, qui était parti. Donc, si on avait anticipé cette montée des eaux, parce que ça pleuvait déjà depuis plus de 3 semaines. Donc tout était gorgé d'eau, la forêt d'Orléans, toutes les petites rivières, les petits rues qu'il y a un petit peu partout et qui alimentent tous les étangs en amont de l'étang de la Vallée, pour remplir tout ça et après aller dans le canal, le Sens, etc. Oui, si chacun se disait en 40 km de canal, on a 4 organismes qui s'occupent des biefs. 4 organismes différents. Donc, nous, on demande qu'il n'y ait plus qu'une seule personne qui s'en occupe, un seul organisme, et qui gère vraiment tout, des capteurs de l'étang de Combreux et des capteurs qui sont en amont, pour pouvoir dire, attention, là, ça va déborder, on ouvre un petit peu. C'est-à-dire que la multiplicité des acteurs fait qu'à un moment donné, l'information se perd et on n'est pas prévenu suffisamment tôt et on ne peut pas anticiper. Oui. Tout à fait. Oui, vous avez VNF qui s'occupe des canaux, vous avez la DDE, la DDT qui s'occupe des rivières, vous avez la sécurité civile, vous avez la météo. Non, mais je crois qu'on va prendre une leçon aussi, parce qu'on peut pas, on n'accuse pas là, on est simplement en train de constater et de voir les correctifs qui peuvent être amenés. Et je crois que ces correctifs seront amenés. Il y a beaucoup de leçons qui sont à tirer de ça, et l'État est en train de se servir et puis les CCI, tous les acteurs économiques sont en train de travailler là-dessus, et il y aura des correctifs de fait et des améliorations très nettes. Quel est le rôle des élus, de la préfecture, de l'État dans tout ça ? Des élus ou des préfectures ? De l'État, de la préfecture. La préfecture, elle est là pour assurer la sécurité civile, donc elle est là pour nous aider à prévenir, elle aide beaucoup à l'encadrement, elle aide aussi pour ce qui se passe après l'inondation, en post-inondation, les aides qu'ont donné l'État aux communes et aux gens qui n'étaient pas assurés, c'est quand même important, l'intervention de la directe aux côtés de la CCI, la coordination de tout ça. Et c'est vrai que plus une commune est petite, plus elle est vulnérable, parce qu'elle n'a pas la capacité à se défendre. Merci. Une grosse commune. On va poursuivre ce débat sur cette question en particulier et sur d'autres encore dans la seconde partie de cette émission spéciale. On parlera aussi des agriculteurs, de l'autoroute A10 qui a été inondée, et puis bien sûr de la réflexion qu'il va falloir mener pour éviter de telles catastrophes. C'est juste à suivre juste après votre 12-13. À tout de suite.